En fait, moi je suis pas conférencier. Ce que j'ai à dire, c'est pas avec des mots que je raconte, c'est avec des dessins, des images, toutes sortes de figurations. Un dessin, ça raconte plein de choses en très peu de temps. Un dessin, ça parle toutes les langues, à tout le monde. Un dessin, s'il faut raconter, s'il faut dire tout ce qui se trouve dans un dessin, ça peut prendre énormément de temps. Puis chacun peut y trouver un peu ce qu'il cherche. Et il est lu de manière très différente suivant ce qu'on veut y trouver. Donc cet moyen de communication qui correspondait très bien à ma manière de voir et ce que j'avais envie de dire. Donc c'est surtout là que vous allez voir le propos que je veux tenir. Bon, pour commencer, je vais reprendre l'histoire un peu à son début. Dans les années 75, jeune architecte, j'avais l'opportunité de construire un petit truc pour moi. J'ai commencé par acheter un terrain en pleine forêt, parce que ça me convenait bien, et je voulais faire une maison qui ressemble à tout ce que je ressentais par rapport à la société. Je voulais pas être lié par un cordon ombilical à une centrale nucléaire ou à une dépendance vis-à-vis d'une société dont j'avais de plus en plus de méfiance sur la manière dont elle pouvait fonctionner. Donc j'ai décidé d'essayer de construire quelque chose qui soit tout à fait lié à la nature et à l'environnement et indépendant du restant de la société. Donc cette maison est autonome, autoconstruite, avec pas mal de matériaux de récupération et surtout dans l'idée de pouvoir vivre de l'environnement bioclimatique qui se trouvait dans un environnement immédiat. Il se fait que j'ai eu beaucoup de chance, juste au moment où j'ai commencé à travailler à cette maison, c'était les premiers capteurs solaires qui sont arrivés sur le marché. J'ai été voir la firme qui les fabriquait, je leur ai proposé de me les offrir pour que je puisse montrer qu'on pouvait vivre durant toute l'année rien qu'avec le soleil qui arrive sur une façade. Mais une maison conçue vraiment pour ça. Donc j'avais 80 mètres carrés de capteurs solaires sur la façade plein sud, et j'avais en sous-sol 100 000 litres d'eau isolée par 30 cm d'un excellent isolant pour pouvoir faire un chauffage intersaisonnier. C'était l'idée que j'avais eue à cette époque, je ne ferais plus ça maintenant, mais c'était l'occasion d'expérimenter plein de choses. Les éoliennes pour faire du courant pour l'électricité, récupération d'eau de pluie, potager, verger, etc. Tout était là pour être autonome. Mais pour moi, c'était réfléchir à un autre mode de vie, mais aussi réfléchir à comment est-ce que l'expression de ce mode de vie pouvait se trouver dans chacune des choses qu'on allait trouver dans la maison. Aussi bien la façade nord, là que vous voyez ici, dont les couleurs s'adaptent aux saisons, les tuiles en cèdre prennent la teinte de la forêt au fur et à mesure de ces changements. La porte d'entrée était faite dans un bois noyer que j'ai découpé à la scie sauteuse, mais toujours en respectant la forme de l'arbre au moment où il a poussé, parce que c'était le lien que je voulais avoir avec la nature et l'environnement immédiat qui se trouvait juste à côté. Et puis je ne voulais pas rentrer chez moi avec une clé, donc on met sa main dans un grand fourrure, on manipule des bois avec un système à secret qu'il faut faire à deux mains en coordonnant les deux mouvements, des choses relativement simples dans la réalisation, compliquées dans l'emploi, mais qui donnent directement la notion qu'on rentre dans un monde différent. Et que là, le monde va être tactile, odorifère, et il va y avoir quelque chose que l'on va avoir qui est physique, qui est dans l'émotion. Donc, on oublie complètement ce que l'on fait actuellement de notre architecture, qui sont des boîtes normalisées, rectangulaires, qu'on retrouve partout les mêmes, avec les mêmes bétons, etc., qui n'ont pas l'identité du lieu, dans lesquels on ne peut pas avoir aucun contact physique, où on est dans de réduire tout à un commun dénominateur qui est celui de la mondialisation. Ce sont les mêmes boîtes qu'on voit partout dans le monde. Ici, c'est tout à fait le contraire. C'est s'adapter à des conditions qui sont locales, des matériaux qui viennent de l'environnement. Le bois venait de Syrie, qui était à moins d'1 kilomètre de là, et donc une grande partie des arbres étaient prises de la forêt à l'endroit où on se trouvait. Et voilà le mécanisme intérieur, le gant en fourrure,
Ce sont des choses que j'ai fabriquées moi-même, simplement en pensant à être juste par rapport à mon rapport avec les choses. Pas faire des choses belles, esthétiques, qui correspondent à des normes que j'ai vues dans les journaux partout, mais simplement à ce que je ressentais comme étant juste par rapport à une idée, celle de se rapprocher du vivant, de ce qui fait sens par son lien que ça peut avoir avec l'ensemble de l'environnement. Nous sommes des êtres biologiques. Nous fonctionnons comme des êtres vivants. Pour moi, l'environnement le plus adapté à notre vie est celui du monde du vivant. Donc, par exemple, ici, vous voyez un escalier qui monte à l'étage avec des marches alternées. Tout a été fait dans des doses de hêtre que j'ai récupéré à la scierie qui se trouve à côté. Et je n'ai pas redressé ça, mis ça droit, parce que ça n'a aucun sens. Un arbre, il a poussé avec des tas de formes fantastiques qui sont naturelles et qui sont celles du vent, de la pluie, de la recherche de la lumière, de toutes sortes de choses que j'ai tenu à respecter. Je trouve absolument aberrant, quelque part, le raisonnement Art Nouveau, où on prend un arbre, on le réduit en parallélépipède rectangle, et puis on redessine une forme végétale qu'il avait à l'origine. Et on jette toute la matière qui se trouve aux alentours. On ne respecte rien. Pourquoi pas être plus vrai, plus juste, plus sincère, et travailler directement avec la matière telle qu'elle existe. Donc, j'ai cherché à chaque fois à être le plus près de cela. Voilà un siège que j'ai réalisé, là aussi avec une scie sauteuse et une foreuse, donc des éléments excessivement simples, mais qui se sont faits avec ce même bois, et dont l'ensemble du design est quelque chose qui est à la fois nous rappelle que c'est un siège, qu'on s'assied dedans, et que les pattes, ce sont des pattes. Et ça m'a beaucoup plu de réinventer un mobilier, quel qu'il soit. Là, vous voyez un fauteuil, balançoire, qui est fait avec des déchets. Ce sont 2 tubes en carton qu'on emballait pour emballer des tapis que j'ai récupérés dans un vendeur de tapis. Nous avons 2 tiges en bambou. Nous avons du chanvre pour les suspendre. Et le tissu est un tissu 100% végétal, fait uniquement à base de plantes séchées et avec une teinture végétale. Donc c'est à la fois des matériaux naturels et aussi des matériaux que l'on jette. C'est un peu ce que je vais faire tout le restant du temps quand je vais travailler sur ces matériaux. Voilà le téléphone et la table qui ont été faits dans le même bois. Le téléphone, il y a un téléphone normal en dessous, mais quand il sonne, ce sont les petites cloches au-dessus qui s'agitent et puis il y a un carnet pour noter les trucs. Et ça me semblait important, parce que c'est un objet de mon quotidien avec lequel j'avais l'habitude de vivre. Il fallait qu'il ait l'identité qui correspond à une pensée, à une volonté de vivre dans cette relation qui s'accorde avec l'environnement, mais en même temps avec la pensée, avec une dynamique, avec une philosophie, avec quelque chose qui me permettait que la maison soit un prolongement de ce que je suis, de mon identité, de ce que je pense, et pas seulement moi, mais c'est celui de ma femme, de mes enfants, qu'on ait quelque chose qui nous appartienne dans la maison. Vous auriez visité cette maison quand on n'y était pas, elle vous disait beaucoup de choses de nous et de ce que l'on cherche, de ce vers quoi on tend. En même temps, dans cette même période, j'ai commencé à dessiner les choses vers lesquelles je voulais aller. C'est-à-dire, quelle est l'architecture, la maison idéale dans laquelle je rêverais de vivre si j'avais toutes les possibilités techniques de résoudre les problèmes que cela pose. J'ai commencé à faire des dessins qui se sont donc libérés de toute contrainte technique. Et ça donnait des formes d'arbres, parce que vivre dans un arbre était quelque chose que je trouvais une valeur tout à fait supérieure. Et ça donnait naissance à des maquettes, à différentes études, il y en a eu plein. J'ai rempli des carnets entiers de dessins avec ça, qui m'ont permis de mieux comprendre qui j'étais et vers quoi j'allais. Essayer de voir quelle était la finalité de ce que je voulais faire de ma vie et des études que j'allais faire, des constructions, des expériences.
Alors, juste à côté de la maison que je viens de vous montrer, j'ai construit un petit pavillon qui est devenu un atelier d'architecture pour lequel j'ai travaillé avec mes amis, qui m'ont aidé à la construire. Ça a coûté de 2000, de 2500 euros, parce que tout était fait avec des matériaux de récupération. Et les vitrages, je les avais reçus gratuitement d'un vitrier qui étaient des vitrages qu'on lui avait refusés, donc qui traînaient chez lui. Et puis on les a mis dans une structure en bois, et on a dessiné des formes de fenêtres, des tas de choses. Et puis, ah ben oui, la porte d'entrée, ça me gênait quand, dans la première maison que je vous ai montrée, que les gens essayaient de voir comment ça fonctionnait, en regardant de l'autre côté de la porte, le mécanisme. Et il y en a qui, en chipotant, arrivaient à comprendre comment ça fonctionnait. C'était pas terrible. Donc là, quand je passe dans le petit chemin, il y avait une racine qui dépassait. Quand je mettais mon pied sur la racine, ça tirait sur un fil qui filait dans le sol et qui ouvrait la porte. Donc avant qu'on arrive, la porte s'ouvrait. Et on pouvait rentrer, et personne n'avait vu comment ça fonctionnait. Et si on tirait sur la ficelle, personne ne voyait ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de projets, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais ici, c'était assez amusant de voir ce que cela peut donner pour des gens qui réfléchissent à un design urbain. Beaucoup d'espaces se sont laissés pour compte dans la ville, et sont des éléments qui sont tout à fait négatifs pour l'environnement, parce que ça devient vite des endroits de déchets où on entrepose plein de trucs. Et surtout, la publicité commence à prendre sa place sur les pignons de tous les côtés. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai une sainte horreur, parce que la publicité, c'est jamais que faire de la réclame pour des produits de consommation qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, il ne faut pas faire de la réclame pour pouvoir les utiliser. Alors, couvrir la ville de slogans mercantiles, c'est, je trouve, tout à fait préjudiciable à la qualité de l'urbain. Mais voilà un coin qui a été cassé. On ne l'a jamais reconstruit, encore maintenant, il n'est pas reconstruit, même si ça fait 30 ans que j'ai pris cette photo. Mais oui, parce que c'est trop petit pour intéresser les promoteurs immobiliers, ça n'a pas gagné assez d'argent. Alors c'est aucun intérêt, évidemment. Mais par contre, on peut en faire un coin où il y a une portion de nature, quelque chose qui peut être intéressant dans la ville. Reconstituer un coin, c'est un peu la pierre angulaire de la rue. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir comment la nature, le végétal, peut réparer ces blessures qu'il y a dans le tissu urbain et les cicatriser. Alors ça a été jusqu'à couvrir une tour de 145 mètres de hauteur par du végétal. C'était la tour des ascenseurs et des escaliers, il n'y avait pas de fenêtre là-dedans. Donc j'ai proposé ça. Aucun de ces projets ne s'est réalisé. Mais pour moi, le principal, c'était de montrer les solutions que l'on pouvait faire, de le présenter aux politiques. Bon, je suis arrivé beaucoup trop tôt, il y a 30 ans, quand on m'a vu avec ça, ça fait rire le politique, ils n'ont pas retenu les idées. Enfin, pas tout à fait. Là, c'est un projet qui a été accepté au départ, j'ai rentré un permis de bâtir, j'ai même fait des plans d'exécution, mais finalement, il ne s'est pas réalisé. Vous voyez, ces deux bâtiments, on dirait qu'ils sont télescopés au coin, mais le coin, en fait, en lui-même, il n'a pas été construit. Donc, c'est un espace résiduel. Et là, j'ai proposé de faire une des choses qui m'attire le plus, ce sont ces portions de nature, ce vers quoi j'ai un véritable émerveillement. Une cascade, c'est vraiment fantastique. Et cette cascade, elle coule avec une pluie qui vient de l'hôpital sur sa toiture, et elle coule avec l'énergie solaire qui alimente les pompes. Donc c'est le soleil qui fait tourner cette eau. Plus il y a de soleil, plus l'eau par le haut est importante. Moins il y a de soleil, plus c'est un petit filet d'eau. Quand il pleut, on n'a pas besoin de boire beaucoup d'eau. Et puis, ce que vous voyez là comme des massifs rocheux, c'est en fait le seul produit naturel, la seule chose naturelle que la ville produit, ce sont des déchets. J'ai prévu de faire ça avec des dalles de béton. Quand on fait un trottoir, on jette toutes les dalles anciennes de trottoir, parce qu'il y avait du ciment qui collait à l'arrière, et enlever le ciment, ça prend trop de temps, donc on préfère faire des nouvelles dalles.
Et dans ma maison à Bruxelles, j'ai repris plein de nouvelles dalles comme ça pour en faire un mur qui est assemblé à sec et qui montre une sorte de poussée tellurique et qui font ça a l'air de monter. C'est tout à fait fait avec des déchets de béton. Et par la manière dont c'est mis en place, ça évoque des amas rocheux. Et ça j'aime bien parce que ce que faisait le rocailleur en essayant de faire le plus proche possible de rocher, c'est-à-dire faire un mensonge qui peut tromper le maximum de gens, ça me plaît pas, ça, il y a quelque chose qui me dérange. Tandis qu'ici, quand on se rapproche, on voit que c'est quelque chose qui est recomposé à la manière de, pour pouvoir évoquer, mais on n'est pas dupe, on voit comment ça a été fait. Donc pour moi, c'est important d'être juste, d'être vrai, et que l'expression soit absolument réelle. Alors, c'est un exemple pour moi d'économie circulaire. Avec un déchet, on fait quelque chose qui va être précieux pour la ville. Et pour que la démarche soit tout à fait complète, les gens que je voulais, avec qui je voulais travailler à l'édification de ces murs, une grande partie venait de ces réunions de gens qui cherchent du boulot et qui sont en demande d'un emploi. J'ai pas besoin d'un maçon qui sait travailler tout à fait rectiligne, vertical, etc. Au contraire, j'ai besoin de gens à qui je peux expliquer comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place pour qu'ils évoquent quelque chose plutôt que d'être le plus banal possible. Alors maintenant, j'ai repris ce travail, même s'il est très, très ancien, en y rajoutant une difficulté, celle de loger les sans-abri. Je trouve ça totalement scandaleux, impensable que nous acceptons qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue à notre époque. Nous devons absolument concevoir qu'une ville doit avoir de l'empathie pour tous ses résidents et qu'il faut leur offrir à chacun un espace vital décent et digne d'un être humain. Donc j'ai repris un inventaire de ces chancres urbains à Bruxelles. J'étais voir les représentants publics pour pouvoir leur proposer d'installer dans ces endroits des petits abris, enfin plus que ça, des studios qui font 28 mètres carrés pour pouvoir rentrer dans les normes, avec rien que des matériaux biosourcés, et toujours dans la mesure de possible végétalisés. J'ai fait de multiples projets avec ça pour essayer de convaincre les pouvoirs publics, c'est très difficile. Ça prend beaucoup de temps. On pense qu'on y est arrivé et puis finalement le projet tombe à l'eau et il est refusé. Là c'était l'occasion d'en mettre 12 ensemble, l'un à côté de l'autre, dans un ensemble social. Ça ne s'est pas réalisé. Il y en a un qui est en cours de réalisation, qui n'est pas celui-ci. Je n'ai pas de photo avec moi pour ça. Et bon, voilà un le long d'un canal à Bruxelles avec une fente qui comporte un escalier qui mène aux étages. Et toutes les ferronneries sont en évocation de choses qui viennent de la nature. Je ne pouvais pas mettre directement sur la façade des plantes, donc je les ai évoquées par des tôles découpées au laser et qui contiennent de multiples petites choses pour raconter des histoires aux enfants, aux gens qui passent, et qu'ils puissent quelque part trouver un intérêt à regarder les choses. Donc ça aussi c'est un peu complètement à l'opposé de ce que l'on propose comme architecture actuellement, où surtout il faut qu'elle raconte rien, qu'elle soit le plus lisse, le plus neutre, le plus insipide possible, pour être sûr que, je ne sais pas quoi, mais pour que ça puisse passer. Alors, à Bruxelles, j'ai fait plein d'autres propositions. Par exemple, au bout du piétonnier, je voulais mettre une place qui puisse aussi avoir une signification pour les gens, qui puisse ramener les gens à un point de rendez-vous, quelque chose comme ça. Et sur le dessin de la maquette que je vous ai montrée, à partir de cette pergolade de fer à béton torsadé qui sont simplement soudés ensemble, on met des plantes grimpantes de manière à pouvoir créer cet espace qui devrait pouvoir contenir à l'intérieur table et bancs pour pouvoir accueillir les gens qui ont envie
se poser là, simplement. Et puis ces petites lumières, la nuit, devrait donner un côté un peu magique à l'ensemble. Et puis ces plantes grimpantes, c'est fantastique. Elles vivent en fonction de l'année. Elles sont très, très sèches, évidemment, l'hiver. Et puis au printemps, ça devient une féerie. Et tout ça a tendance à donner au lieu cette identité particulière, à créer une empathie que l'on devrait pouvoir avoir avec son lieu de vie. Eh bien, le comité de quartier avec qui j'ai travaillé là-dessus a tout à fait soutenu le projet, mais les pouvoirs publics ont trouvé que c'était mieux de mettre une esplanade dans laquelle il n'y avait rien que quelques bancs et du béton. Alors on va se projeter maintenant tout à fait ailleurs, autrement, on va porter notre regard de manière bien plus large au siècle prochain. Imaginez le siècle prochain, moi ça m'a toujours fasciné, ça, parce que en 1900, on imaginait que le siècle prochain, ça allait être fantastique. Donc l'an 2000, on allait avoir droit à tout. Des voitures volantes, mais des robots partout. On allait nager dans le bien-être absolu. Et 100 ans plus tard, notre idée du futur est absolument inverse. On est dans une idée d'un futur apocalyptique. Alors là, ça devient tout à fait dangereux, tout à fait préjudiciable de n'avoir que ça comme perspective de notre futur. Donc moi je me suis placé aux antipodes de ça, et j'ai essayé de faire un peu le contrepoint, donc de montrer quel serait le mieux qui pourrait nous arriver si nous prenons les bonnes décisions au bon moment, enfin les bonnes décisions à mon avis, ce que moi je pense qui serait souhaitable pour l'humanité, ce serait que l'on puisse commencer à réfléchir plus dans une économie linéaire, une industrie qui fonctionne avec extraction, pétrole, usine, haute température, etc., augmentation de CO2, et puis poubelle, on jette, etc. Ça, c'est le linéaire. Ça peut fonctionner durant un siècle ou deux. Après, on a tout épuisé, on a tout jeté, on a fait des dégâts considérables dans l'environnement, et puis quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Et là, on a mis à mal la planète, le réchauffement climatique, on en a assez parlé, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est un peu ce qu'il y a sur ce dessin qui est notre rôle, notre position actuellement. On regarde ça avec inquiétude, mais ça ne change pas grand-chose. On regarde, on voit que la planète a chaud. Et qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à présent, pas grand-chose. Alors qu'il y a tellement de choses que l'on pourrait faire. Tous ces dessins que vous allez voir, une grande partie sont estampillés copyleft. C'est-à-dire qu'ils sont free press, ils ne m'appartiennent plus. Tout le monde peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire des t-shirts, des affiches, ce que vous voulez. Plus on les diffusera, plus je serai content, parce qu'ils portent une idée que je trouve qui est intéressante à communiquer. En voilà un sur ce qu'est l'avenir de notre énergie. On sait que les énergies fossiles que nous utilisons, on en a encore pour un siècle, peut-être un siècle et demi, mais ça va devenir de plus en plus rare, de plus en plus cher, de plus en plus hors de portée au fur et à mesure que le temps passe. Donc on va, en moins de 2 siècles, consommer tout ce que la planète a mis des millions d'années à collecter. Alors, est-ce que c'était malin de faire ça? Est-ce que c'est malin de rouler avec des voitures qui pèsent 1,5 tonne pour transporter 150 kg de passagers, avec un moteur qui a 10% de rendement? On chute à 1%. On a pris des tas d'options qui sont complètement stupides et tellement égoïstes, sans penser qu'il y a d'autres gens qui viennent après et qui vont devoir vivre avec ce qu'on va leur laisser, nos poubelles. Le dernier dessin, qui est celui qui représente un peu le monde d'aujourd'hui et nos craintes sur ce que nous avons, la voie dans laquelle nous nous sommes engagés. On va commencer à voir les solutions maintenant. Le mot, vous le connaissez tous, le biomimétisme. Comment la nature, qui a 3,5 milliards d'expérience, de recherche en développement, peut nous montrer la voie vers ce qui est durable. La nature, il n'y a jamais un déchet, tout ce qu'un organisme rejette est un nutriment pour un autre, tout fonctionne en boucle, sans jamais fatiguer le système. Au contraire,
plus le temps passe, depuis les premiers unicellulaires jusqu'à aujourd'hui, la biodiversité a augmenté de manière considérable, jusqu'au moment de l'Anthropocène où on a commencé à détruire. Mais ça, c'est notre travail. Mais la biodiversité en elle-même, elle ne fait jamais qu'augmenter tant qu'on ne s'étend pas de manière tout à fait déplacée dans notre environnement. Alors ça, c'est fantastique. Moi, j'adore cette photo. Il y a énormément d'avenir là-dedans. Ce que vous voyez là, c'est un biobéton fantastique. Le petit mollusque qui le fait, il le fait avec ce qu'il prend dans le mètre cube qui est autour de lui, sans déranger personne, sans température, sans pression, sans usine, sans essence, sans rien. Et vous savez quoi? C'est plus solide que nos bétons. C'est tout à fait étanche, c'est tout à fait lisse, c'est plus souple, c'est coloré, c'est magnifique. Et vous savez quoi? Cerise sur le gâteau, ce mollusque a absorbé du CO2 au lieu d'en produire. Donc quelque part, il répare un peu toutes les bêtises qu'on a fait dans l'environnement. C'est absolument fantastique. Il y a donc là, il nous montre un exemple de quelque chose que l'on pourrait faire qui serait assez extraordinaire. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à réfléchir, à travailler là-dessus. Il y a un bol, il y a un banc qui a été fait avec un biobéton, encore plein d'autres choses. On ne sait pas encore le faire de manière industrielle. On ne sait pas encore gagner assez d'argent en faisant ça. Ah ben ça c'est fatal. Donc des moments où ça ne rapporte pas assez d'argent, on oublie. Sauf que les dégâts et tout ce que ça a produit à côté, il faut quand même en tenir compte. Le béton, c'est le deuxième responsable au monde des gaz à effet de serre. Cuire une roche à 1500 degrés, c'est une pollution considérable. Elle va libérer l'ensemble du CO2 qu'elle a mis des millions d'années à capturer. Et on ne sait plus s'en débarrasser après. Et puis il faut prendre du sable de bord de mer pour arriver à faire ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sable pour le mélanger avec du béton? Le sable du désert ne convient pas, donc on doit le chercher là. Donc on a à la fois la solution à côté de nous et on a le problème. Pour le moment, on préfère de loin le problème, parce que ce que l'on construit est bien plus en béton qu'autre chose, alors qu'il y a de multiples exemples fabuleux autour de nous. L'immeuble tour que vous voyez derrière moi, ben, il fait 3,50 m, 4 mètres, et les insectes sociaux, les termites qui les occupent depuis des millions d'années, ont réussi à faire une thermorégulation fantastique. Il n'y a pas 2 degrés de différence entre l'été et l'hiver, entre le jour et la nuit, alors que la température peut varier de plus de 30 degrés. Comment est-ce qu'ils font? Ils ont mis au point des systèmes de ventilation fantastiques. Mais nous, on a besoin de chauffage, on a besoin de réfrigérer, etc., dans des conditions terribles, parce que quand on réfrigère, on chauffe l'extérieur, donc on est dans un cercle vicieux. Plus on chauffe l'extérieur, plus il faut refroidir, etc. Donc, nous avons autour de nous de multiples exemples fabuleux, il faut commencer à ouvrir les yeux. Là, vous voyez une ville, quelque part dans le sud, à Sanaa, elle est faite en terre. Il y a des immeubles qui font 8 étages, ils sont là depuis 100 ans ou plus, ou beaucoup plus. Ils sont absolument magnifiques, 100% intégrés dans le paysage. Et le matériau qu'ils ont pris pour pouvoir le construire, il était pris à côté de l'endroit où on a construit l'immeuble. Son impact sur l'environnement est totalement nul. On n'a absolument pas créé quoi que ce soit comme dommage. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'une fois qu'il n'est plus occupé et qu'il tombe en ruine, il devient presque encore plus beau. Une ruine de terre, c'est absolument magnifique. Et à fur et à mesure qu'elle va se dégrader, la terre va revenir toute seule dans le trou que l'on a creusé pour l'extraire. Là, on a un système qui est absolument fantastique. C'est absolument l'opposé de ce que nous faisons, où nous accumulons des déchets de plus en plus, sans savoir quoi en faire. Voilà un mur réalisé en terre. Est-ce que c'est moins bien qu'un mur réalisé en béton? C'est dans une piscine, donc un endroit où c'est humide. On a les solutions techniques pour pouvoir le faire. Un mur en terre, c'est une splendeur. Au niveau de la couleur, de la texture, on peut planter un clou, etc. Et puis c'est respirant.
Alors voilà autre chose, une habitation collective en Irak. Elle a été construite avec les roseaux qui poussent juste à côté. Et une fois qu'elle ne fonctionnera plus comme habitation pour les gens, elle aura encore un rôle dans une étable, quelque chose, avant d'être tout à fait recyclée de manière naturelle. Là, on a des exemples absolument magnifiques qui n'ont rien à envier à notre manière de faire et à notre manière de construire. Regardons ce que faisaient les anciens, regardons les architectures vernaculaires qui nous apprennent comment il faut faire. On peut construire aujourd'hui avec des murs qui sont faits avec un isolant avec de la paille, par exemple. La structure est en bois, donc tout ça c'est des éléments biosourcés. On construit aussi avec de la paille de bois, on construit avec du chanvre, on construit avec de l'herbe séchée. Mais non, il y a des solutions très intéressantes de ce côté-là qui sont occupées à se développer, parce que c'est tout à fait un déchet aussi, et qui a un pouvoir d'isolation qui est très grand. Alors voilà une habitation faite de cette manière-là. Tout est fait avec des matériaux biosourcés, naturels, et ces matériaux sont totalement respirants. C'est-à-dire que l'humidité que chacun dégage, chaque personne qui est à l'intérieur de cette maison, rien qu'en bougeant, rien que par la respiration, dégage l'humidité. Cette humidité va être absorbée par le mur et rejetée toute seule à travers le mur par l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de film étanche qui empêche cette vapeur d'eau de sortir. C'est l'opposé de ce qu'on fait actuellement. Actuellement, on crée des boîtes totalement étanches qui ne sont pas respirantes, mais transpirantes. Alors essayez vous-même, prenez un sac en plastique, mettez-le sur vous, allez un peu courir, vous allez voir, c'est abominable. Mais c'est nos habitations qui sont faites comme ça. Mais comme une habitation, c'est une sorte de macro-vêtement, l'espace résiduel est plus grand que celui du vêtement, on prend beaucoup plus de temps pour comprendre qu'on n'est pas à l'aise dans un environnement qui est transpirant. Bon, on a inventé évidemment des ventilations mécaniques contrôlées qui nous permettent d'avoir un air plus ou moins respirable à l'intérieur. On est dépendant en permanence d'un système électrique tout à fait aléatoire qui peut tomber en panne, dans lequel on peut être à un certain moment victime d'un blackout ou d'une panne d'énergie. On est dépendant d'un système qui est mondialisé et qui est d'une fragilité considérable. Et ça qu'on a mis au point et qui est un peu la règle aujourd'hui. Donc quand on va avoir quelques problèmes sérieux, on sera vraiment mal, parce que ces habitations ne respirent pas. Là, ça fait partie des solutions aussi. Le fil que l'araignée fabrique est 3 fois plus solide, au moins que nos aciers à section égale, et c'est bien plus élastique. Et là aussi, pas besoin de hauts fourneaux, d'usines, etc. pour pouvoir le mettre en forme. C'est simplement avec son abdomen que l'araignée le fait. Alors concevoir des habitations qui pourraient être faites avec des structures qui ont poussé, qui ont fait une structure rigide et les espaces soient refermés par des films, par des peaux qui soient respirantes, transparentes, isolantes, opaques, qui captent l'énergie solaire, qui soient adaptées à l'environnement, au lieu, à l'endroit. Ça, c'est un projet fantastique. Et là, on commence à faire des réels progrès quand on travaille dans ce sens-là. Parce que ce sont des progrès qui servent à l'ensemble de l'humanité. Quand on envoie une fusée sur la Lune, je ne sais pas si ça sert à l'ensemble de l'humanité. Mais là, on trouve tous les budgets nécessaires pour arriver à financer des opérations qui sont énormément coûteuses, où il faut mettre les meilleurs spécialistes du monde autour d'une table pour y arriver. Si pour arriver à réaliser des habitations réellement biomimétiques qui fonctionnent comme une plante peut fonctionner, là, il faudrait aussi qu'on s'y mette réellement et on aurait peut-être des résultats fascinants. Construire avec le bambou, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce que le bambou pousse très vite, il est magnifique. Il est très, très, très léger. En 2 ou 3 saisons, il a atteint sa taille maximum. Il peut rester vivant et peut continuer donc son cycle de vie.
Et puis d'autres bambous qui sont morts peuvent faire les planchers, les escaliers, d'autres choses. L'espace intérieur fermé avec un biotextile ou tente ou autre chose, mais qui est quelque chose qui refermerait ça, ça pourrait donner des espaces de vie qui seraient en véritable adéquation avec nos réels besoins et surtout pouvoir s'inscrire dans la durabilité. Ça, c'est quelque chose que l'on pourrait faire, même quand l'ensemble de l'industrie, du monde industriel serait tombé en panne par manque d'énergie, par le moment où elle est arrivée à sa finitude, à disparaître par sa manière de fonctionner. Alors des espaces comme ça, ça m'a permis de les expérimenter. Par exemple, Artesena, en Italie, dans le nord de l'Italie, près de Burgos, il y a un énorme site de land art international. Il y a des artistes un peu du monde entier qui ont créé des œuvres partout dans la montagne. Et ils m'ont proposé que je fasse tout à fait un embryon de cité végétale. Donc j'ai planté là quelques arbres, mis ensemble des planchers, etc., pour pouvoir les refermer à un certain moment par des toiles aussi, avoir quelque part des espaces pour accueillir des artistes en résidence qui pourraient loger là. C'est un projet en évolution, je ne sais pas très bien où il en est, ça fait quelque temps que je ne suis plus retourné, mais ça fait partie des choses qui sont expérimentées. Parce que pour moi, avoir une idée, c'est intéressant, mais si on peut aller jusqu'au point de pouvoir l'expérimenter, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Ce que vous voyez là, c'est un écosystème magnifique. Un massif corallien, c'est l'emboîtement de multiples écosystèmes qui coopèrent l'un avec l'autre pour arriver à fonctionner et à avoir une très très grande richesse. Une ville, ça pourrait fonctionner un peu comme un massif corallien, en travaillant avec toutes sortes d'écosystèmes différents qui coopèrent et qui chacun apporte quelque chose. Alors moi je ne sais pas, c'est pas dans ma capacité de décrire le fonctionnement précis de ce genre de choses, mais je peux peut-être donner envie d'aller vers cela par quelques dessins. Donc voilà une ville qui est bâtie sur de l'existant et qui s'est développée au fur et à mesure du temps en intégrant la nature, le vivant dans les constructions. Mais quand on parle d'écologie, de biomimétisme, on ne commence pas par faire table rase de ce qui est existant. On essaye de récupérer le maximum pour ne pas avoir trop d'effets secondaires, rien que de la démolition ou la reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées. Donc, dans cette perspective, c'est un peu voir à quoi cela pourrait ressembler. Et le dessin fonctionne très bien pour ça, parce que toutes les hypothèses peuvent être faites assez rapidement, elles n'engagent à rien, elles peuvent simplement convaincre ou pas que c'est une voie qui serait intéressante à suivre et qu'elle pourrait aller vers un avenir qui nous permettrait d'envisager quand même qu'il y aurait des solutions tout à fait positives pour nous. Shanghai est une ville fascinante, elle change, elle s'émute à une vitesse considérable, mais c'est aussi une ville catastrophique. Il y a une pollution à certains moments qui est incroyable. Certains jours, on ne voit pas à 50 mètres devant soi, tellement le nuage de pollution est épais. Et le fleuve jaune est vraiment jaune de sa pollution. C'est assez impressionnant. Alors moi, j'ai imaginé Shanghai dans son évolution future. En fait, mon travail, c'est travailler sur la 4e dimension, le temps. Une ville, c'est jamais un arrêt sur image, c'est quelque chose qui a eu un passé, un présent, on espère un avenir, donc qui évolue, qui change. Donc ici, je l'ai dessiné en 4 dimensions, vous voyez qu'il y a un curseur au-dessus et en dessous qui montre des dates. À gauche, on est en 2000, et puis plus on avance vers la droite, plus on avance vers le futur. Et vers le futur, on voit une ville biomimétique, une ville qui de plus en plus a intégré des processus propres aux vivants pour arriver à développer des nouvelles structures, des nouveaux lieux d'habitation. Alors,
c'est réunir tout cela dans un dessin. Ça fait partie un peu de mon travail, mais je peux le faire de toutes sortes de manières différentes. Mais c'est toujours dans cette idée qu'il faut que l'on commence à percevoir ce qui se passe dans le temps. Alors voilà un exercice sur un terrain, un petit quartier de Bruxelles, Laken. Là, on est en 1800. Il n'y avait pratiquement que des champs. Mon dessin a été fait à partir de multiples gravures et plans de l'époque. Et puis, on est 100 ans plus tard, on est en 1900. Tout a été urbanisé, c'est devenu une portion de ville. Ça peut changer très, très rapidement en 100 ans. Et ça me permet de voir les changements qu'on peut espérer dans le temps futur. Ici, on est en l'an 2000, on voit que ça ne s'est pas vraiment amélioré. Il y a des usines qui sont rentrées dans la ville, des voitures de tous les côtés, etc. On voit que la qualité de vie a certainement perdu. Et puis on peut imaginer que, que dans 100 ans, on pourrait, si on commence à prendre les choses un peu différemment, arriver à gagner sur la qualité de cette vie en réintroduisant le végétal dans la ville et en créant de nouveaux espaces, de nouvelles routes, etc. Vous allez voir que les modes de transport changent aussi. Mais évidemment, ça on verra plus tard. Là, vous voyez que le canal a été couvert par une vaste serre qui l'autoclimatise. Il y a une vague qui défile en permanence sur le canal avec des surfeurs en dessous, etc. Donc c'est devenu un lieu de loisirs. Et puis les bâtiments que vous voyez devant, ils sont faits en bio-béton et bio-verre. Ils sont des bâtiments paysagers, on s'y promène, on va d'un lieu à un autre. Techniquement, c'est tout à fait possible de réaliser ce genre de choses, même si on en est encore loin actuellement. Une ville, telle que nous les connaissons aujourd'hui, ils ont une autonomie alimentaire qui ne va pas plus qu'une semaine. Qu'est-ce qu'on fait dans une grande ville quand on n'a plus à manger? Tout dépend des transports, les camions qui vont venir livrer les grands magasins, les supermarchés et compagnie. Et s'il n'y a plus d'essence, s'il ne circule plus parce qu'il y a une crise, on est tributaire d'un équilibre planétaire qui est tout à fait aléatoire, qui n'a jamais été aussi fragile, qui peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Mais quand on n'a plus à manger dans une ville, qu'est-ce qu'on fait? On commence à être un peu inquiet. Mais là, voilà une ville contemporaine qui a simplement été un peu plus résiliente. Les toitures sont devenues des potagers. Dans les rues, il y a des vergers, il y a des serres, il y a des poulaillers, il y a des pigeonniers, il y a des ruches, il y a tout un ensemble de choses qui se sont greffées sur le bâti existant. Est-ce que c'est préjudiciable à la qualité de vie? Est-ce que voir pousser des choses aussi importantes dans notre vie que notre nourriture n'est pas quelque chose qui est assez essentiel? Dans ce monde devenu de plus en plus déconnecté et virtuel, quels sont les enfants qui savent encore que le pain vient du blé et qu'il y a des champs de blé, des choses comme ça? On ne voit plus ça. Tout le monde est branché sur son smartphone et n'a plus cette connexion à cette réalité qui est tellement importante. Faire partie du vivant. Nous sommes des vivants, des êtres biologiques. Il faut qu'on se reconnecte. Tant qu'on n'est pas reconnecté, eh bien, on est des hors-sol et on est déboussolé, on ne sait pas très bien qui on est, où on va, etc. Qu'est-ce qu'on va admirer un jour, détester le lendemain? La nature, c'est un point de repère fantastique. Là, il n'y a pas d'erreur. Ça, on ne se trompe pas. La nature n'est jamais fausse. On est un produit de cela. Donc, c'est ce que nous sommes. On ne peut pas penser les choses autrement. Voilà le dessin d'une ville qui a pensé ses liens, connectés à ce qui pousse, mais aussi créer des liens entre les gens, tout rassembler et créer de l'humain et du vivant avec l'humain. Alors voilà un quartier à Lyon, le quartier de la Part-Dieu, un des quartiers les plus minérales de Lyon, et on voit comment
progressivement une autre manière de rentrer dans la quatrième dimension. On pourrait imaginer que le quartier pourrait être réinvesti par une nature de plus en plus présente. Alors vous voyez que aucun de ces bâtiments, ou presque, n'a été démoli. Ils ont été simplement réaménagés, un peu autrement, pour pouvoir en faire quelque chose qui appartient à ce qui pourrait être une ville vivante, une ville où on entend encore chanter des oiseaux, le bruit du vent dans un arbre, un ruisseau couler, quelque chose comme ça. Ça, ce serait vraiment fascinant. Retrouver cela. Eh bien, ça fait partie des hypothèses sur lesquelles c'est intéressant de travailler, parce que là, on ajouterait réellement une vraie qualité à la ville. Bon, c'est pas ce que pensent pour le moment beaucoup de décideurs, de ceux qui prévoient la ville de demain. La plupart d'eux pensent encore à une smart city, où tout serait numérisé, où le flux des voitures, etc., pour en faire rentrer le plus possible dans les plus grands magasins, dans les logements, partout, qu'on pourrait plus consommer. Ça c'est un peu la panacée. Parce que leur idée, c'est toujours d'aller vers augmenter un système dont il a fait sa preuve que son obsolescence est programmée, qui est un système qui n'a absolument aucun avenir. Alors ici, nous sommes maintenant à Strasbourg, où j'étais invité à être artiste à résidence, et c'est pas sur le centre-ville que j'ai travaillé, mais surtout sous les barres d'habitation, où j'ai essayé d'imaginer ce qu'elle pourrait devenir, là aussi, dans son changement dans le temps, dans la même idée. Alors, dans l'exposition, j'ai fait un dessin sur une vitre de la ville existante, et derrière la vitre, on pouvait voir le dessin de ce que la ville pourrait devenir, de manière toujours à mettre en liaison le présent avec le futur, et de voir qu'effectivement, on n'a pas tout démoli, mais qu'on a réadapté, que les bâtiments ont d'autres peaux, d'autres chapeaux, d'autres toitures, d'autres manières de fonctionner, et que ce soit un endroit où le vivant y trouvait sa place. Et pour aller à cette exposition que j'ai faite au Shadok, ce lieu culturel qui se trouvait dans les docks de Strasbourg, on m'a demandé de sticker le tram qui y mène. Ah, ça c'était que du bonheur, parce que l'exposition commence par le voyage en tram qui mène à l'exposition, c'était évidemment très intéressant. Et puis, de pouvoir voir que les gens aux fenêtres du tram étaient quelque part dans mon dessin, ça me plaisait beaucoup. Bon, bien entendu, ça ne change rien au tram, mais ça pose quelque part une relation entre les gens qui sont dans le tram et l'extérieur, et cette idée de ce possible. Quand on réfléchit au déplacement dans les villes, là aussi, on peut dire qu'on a eu tout faux à beaucoup de points de vue. Le tram, ça a beaucoup de qualités, mais un tram entre 40 et 60 tonnes pour 10 personnes aux heures creuses, c'est complètement stupide. Ça part toujours de l'idée qu'on a une énergie extraordinaire qu'on peut l'acheter par la fenêtre. C'est pas vrai. Pour transporter 10 personnes, on ne peut pas le faire avec un poids pareil. Donc il faut absolument concevoir d'autres choses. Alors là, c'est un petit dessin amusant qui correspond à une autre idée. En parlant avec un ami qui était biométicien, je lui demande mais pourquoi est-ce que la nature n'a jamais inventé la roue? C'est chouette la roue, ça permet de faire beaucoup de choses. Il dit écoute, réfléchis un peu quand même. Hein, la roue, c'est des routes, des autoroutes, des ponts, des tunnels, des voies ferrées. C'est un coût pour l'environnement qui est considérable. Et en plus de ça, en plus de tous les matériaux qui sont utilisés pour ça, ça coupe les réseaux hydrauliques racinaires, ça isole la faune et la flore dans des îlots, etc., qui ne sont pas communicants. On détruit l'ensemble de l'environnement avec ça. Et la pâte, c'est fantastique. La pâte, elle est faite tout terrain. Elle monte des escaliers, elle franchit un gué, elle vont partout. Elle n'a pas besoin de route, la pâte. Ah ben oui, il avait 100% raison. Alors, si c'est vrai, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec la pâte. Donc,
le transport en commun à Bruxelles, depuis maintenant 4 ans, 5 ans, a des pattes. Enfin, un tram que j'ai dessiné avec mon frère François. Il a fait une partie, moi j'ai fait l'autre, on s'est rejoint au milieu. Et ce tram, il roule maintenant dans la ville, et il est là pour interroger un peu les gens. Il ne répond pas à des questions, mais il permet quand même qu'on puisse à certains moments se poser sur certaines questions. Et puis il a un côté nuit, un côté jour. Alors ça c'est rigolo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y en a deux. Il dit oui, j'ai vu passer le tram, mais de nuit. Ah oui, et le jour? Non, je ne l'ai pas vu. Mais il était de l'autre côté. Alors évidemment, ce sont des jeux, moi j'aime bien ça, mais il y a plus que ça. Vous voyez, ce tram, cette partie-là, moi je ne l'ai fait qu'avec des os. Les journalistes m'ont demandé, mais pourquoi des os? Je dis, c'est un monument funéraire ambulant. Mais oui, toutes les grandes catastrophes, les grandes guerres, disparition des hommes ont eu leur monument funéraire. La disparition de la 6e extension des espèces doit avoir un monument aussi. Ben c'est notre monument funéraire qui se déplace dans la ville d'un côté à l'autre. Et quand on le voit passer entre les maisons, comme ça, on a l'impression cinétique que ça bouge, que les pattes s'agitent dans tous les sens. C'est assez rigolo, ça me plaît bien. Alors, si c'est si amusant, les pattes, j'ai commencé à réfléchir, à travailler sur un vélo à pattes. Et pourquoi pas un vélo à pattes, ça serait amusant. Eh bien, il y a un mécanisme qui fonctionne, donc je suis occupé à réfléchir avec quelques designers d'une école d'architecture à faire quelques expériences du côté d'un vélo à pattes. Je ne vous garantis pas que ce sera fantastique, que ça va aller mieux qu'un vélo à roues, mais pour moi, c'est l'exercice qui compte, c'est se pencher sur le problème, voir ce que ça donne, jusqu'où ça peut aller, simplement. C'est intéressant aussi le fait de se poser des questions et que ça pose des questions. Donc les engins de déplacement, j'en ai dessiné beaucoup, ils sont tous toujours un petit peu biomimétiques, mais ils partent de l'idée que une des plus belles inventions qu'on ait jamais faites, c'est le vélo. Le vélo, c'est fabuleux. Un vélo, c'est 10 kilos pour transporter 60-80 kilos. Ça c'est tout à fait rentable. Là, on est dans le bon. Mais le vélo, il pourra avoir d'autres formes, il pourrait être disposé autrement. On pourra avoir différentes formes de vélo, mais toujours très léger. Parce que je pense qu'il faut pouvoir fonctionner avec l'énergie renouvelable qui nous arrive gratuitement sur chaque maison, sur chaque partie, l'énergie solaire ou éolienne, peu importe, mais de toute façon beaucoup plus léger. Un engin roulant, 100 kg, ça c'est très bien. 200 kg, ce serait peut-être un maximum. Donc je travaille assez bien sur différents prototypes d'engins roulants de différentes formes, avec des ateliers pour les construire. Et chacun a un peu sa particularité, puis on voit ce que l'on peut commencer à réaliser. Un petit engin comme ça, qui serait automatique, ça c'est plus dans le futur, mais qui prend son courant dans un rail électrique, permettrait de se passer des batteries. Parce que le gros problème des voitures actuellement, c'est pas le moteur électrique qui est une merveille, ce sont ces batteries. Et fonctionner avec un rail électrique, ben, c'est déjà une vieille histoire à Bordeaux, donc on pourrait très bien mettre ça à d'autres endroits, sur d'autres formes, pour qu'on puisse s'y déplacer. Alors on fonctionne en chenillard, donc pour prendre moins de place dans l'environnement, pour être plus économique, pour être aussi plus rentable au niveau du vent. Et puis on rentre dans le convoi, on en sort librement, mais ne circulent que les petites voiturettes dans lesquelles il y a quelqu'un. Donc on est dans une très grande rentabilité au niveau du poids. On n'est pas obligé de mettre tout sur un plateau en acier qui est énorme et qui, lui, par sa définition, pèse évidemment très très lourd. Alors là, ça fait partie de la réflexion. À Sauve, dans la gare, on fabrique des fourches depuis maintenant 700 ans qui sont
tout à fait solides, qui font plusieurs générations, et dont les pointes sont tout à fait parallèles. Et elles ne rouillent pas, elles ont les qualités nécessaires pour pouvoir faire tous les travaux nécessaires. Et pourtant, elles ont poussé simplement dans un champ. Alors, si on fait pousser des fourches dans les champs, on pourrait très bien imaginer une voiture dont la structure aurait poussé, serait devenue, on aurait guidé la croissance, on aurait fait la structure portante et on l'aurait fermée avec une résine en polyester, par exemple, comme il en existe qui sont bio à partir de végétaux. Il y a des résines maintenant qui sont tout à fait bio. Alors imaginez ça, on pourrait le faire avec les rails d'un tram existant, en créant simplement des voies de garage pour pouvoir arrêter les voiturettes qui ne transportent plus personne, pour permettre aux gens d'en rentrer et d'en descendre. Les petites antennes servent à communiquer où la voiturette est censée aller quand elle est programmée. Alors ça c'est le véhicule avec lequel je roule depuis 15 ans maintenant à Bruxelles. Mais vous voyez, ça va très vite. Petite voiture électrique et à pédale, force musculaire et un peu électrique, comme un vélo électrique. Je fais 85 km/h avec ça. Je vais même sur autoroute. Ce petit véhicule me coûte 1 € par semaine maximum en recharge électrique. Et je n'ai jamais payé un seul parking. J'ai une plaque moto. Donc je me gare sur les trottoirs comme les motos. J'ai jamais eu une contravention. Une fois j'ai été arrêté par la police parce qu'ils voulaient prendre une photo d'eux dans le véhicule. Mais ils m'ont relâché directement après la photo. Ce moyen de transport existe, il est sur le marché. Il n'intéresse personne. Peut-être que c'est parce que... je ne sais pas. Mais moi je trouve ça fantastique. Il m'a coûté bien moins cher que n'importe quel autre véhicule à l'usage. À l'achat, il était un peu cher, mais ça se rattrape très très vite, puisqu'il ne coûte plus rien en énergie de déplacement, il ne coûte plus rien en parking ni autre chose. J'ai jamais eu de problème avec ça. Même en mécanique, c'est très simple, donc il est facile à réparer. Mais il avait quand même un défaut, et je devrais vous raconter ça parce que c'est assez amusant. Ça me gênait fort, on ne m'entendait pas arriver. Donc j'ai rajouté un klaxophone. Quand je pousse sur un petit bouton, on entend un cheval qui galope et puis qui hennit. Alors ça fait mourir de rire tout le monde. Et ça me plaît bien parce que c'est un peu ce que j'ai envie de communiquer aux gens. Puis si on n'entend pas avec ça, j'ai un deuxième bouton et ça fait le bruit d'une locomotive à vapeur et le tut aussi du de la vapeur. Ça fait fantastique. Les gens sont pliés de rire et faire rire les gens en roulant, mais c'est quand même un autre concept que de les épater en roulant dans une bagnole qui fait 300 km/h, qui pollue un maximum, qui fait un vacarme. Non, c'est complètement différent. On est aux antipodes de ce que font généralement les gens qui ont les moyens financiers pour pouvoir montrer leurs différences. Ce petit véhicule-là, je l'ai conçu et réalisé à Strasbourg, à partir d'une structure en métal, pour 3 personnes, 3 pédaliers. Là on est en catégorie vélo, donc on peut prendre les pistes cyclables, et l'ensemble de la coque est faite en bois et en plexi. Et c'est évidemment très très amusant de se promener avec ça. Vous voyez qu'il y a un petit coffre derrière pour mettre les bagages, les courses que l'on a fait. Et là vous le voyez dans mon quartier. Ça fait partie des choses qui me plaît à imaginer, penser, puis réaliser. Quand on peut avoir un lien entre ce qu'on a imaginé, c'est toujours très intéressant. Ici, vous voyez un exosquelette qui est absolument remarquable. Donc, c'est ça qui m'a inspiré pour le travail suivant, qui est celui du sauterelle. Un sauterelle qui aurait adapté à la jambe des hanches jusqu'aux semelles un système de ressort. Donc, dès qu'on saute, on comprime le ressort pour faire de se comporter un art, une manière de communiquer avec les gens.
Et ça fait partie des travaux qui me plaît bien dans ce que je peux imaginer comme un futur qui s'ouvre à des possibilités que l'on n'imagine pas encore aujourd'hui, en imaginant que si on n'a plus d'essence, on aura un monde plus pauvre. Peut-être c'est le contraire, qu'on va devoir être tout à fait imaginatif, qu'il serait temps maintenant d'imaginer un monde complètement différent. Là, vous voyez un engin volant fabuleux, mais les oiseaux, quand ils en battant des ailes, il y en a qui font excessivement plus d'efforts. Vous pouvez en voir qui planent la plupart du temps en travaillant sur les ascendants, et puis qui font seulement quelques battements d'ailes. C'est fantastique, hein, le vol d'un oiseau. Donc j'ai imaginé des ornithoplanes à ailes battantes. Mais oui, c'est une forme de dirigeable qui est gonflé à l'hélium, dont l'extrado est couvert de capteurs solaires, et le soleil qui tape sur l'extrado alimente les moteurs qui sont dans les soufflets dans les ailes, et l'ornithoplane est gonflé à l'hélium, donc il est plus léger que l'air, ou à peine un peu plus lourd, de manière à pouvoir faire des déplacements très aisés. Mais ce serait absolument formidable de pouvoir voler en battant des ailes. Là, on a vraiment la sensation de voler. Là, on vit quelque chose. Quand on se déplace avec un Boeing, on ne vole pas, on est téléporté quelque part, on ne ressent plus rien. C'est pas très intéressant. Tandis que là, on commence à renouer avec des choses qui prennent sens. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue plusieurs fois. J'ai été volé à différents endroits, dont ici, des hangars pour dirigeables, avec un engin inventé par mon ami Jean-Pierre David, qui a fabriqué ces aéroplumes. On vole sous un ballon gonflé à l'hélium, parce que l'autre n'est pas encore disponible, on n'a pas encore pu le réaliser, mais j'espère qu'un jour on pourra le faire. Et voler en battant les ailes, c'est une expérience absolument remarquable. J'ai traversé à Paris la Cité des Sciences en volant d'un bout à l'autre, en battant des ailes. Vous ne pouvez pas imaginer la sensation que c'est de pouvoir se déplacer comme un oiseau, comme ça, souplement. Et quand on vit des choses pareilles, on n'est plus tout à fait les mêmes après. C'est peut-être ça aussi, des possibilités qui s'ouvrent à nous, le jour où on se sera enfin débarrassé de notre monde tellement à côté de nos besoins réels. Alors j'ai imaginé avec Jean-Pierre faire un lieu dédié au vol battu. Donc ici c'est un vaste espace, tout à fait vallonné, qui serait refermé par une vaste toile qui est simplement gonflée par un peu de surpression, qui permettrait de faire voler une vingtaine d'ornithoplanes ou d'aéroplumes dans cet espace et qui serait disponible à tout le monde. On pourrait inviter les gens à venir expérimenter le vol battu. Et dans notre espace, il y avait pas mal de choses, des ateliers. Donc des ateliers où les gens pourraient fabriquer leurs ailes pour pouvoir voler avec ces engins. Et l'idée, c'est de dire, vous aussi, vous pouvez voler vos propres ailes. Et vous allez fabriquer vous-même. Là, c'est fantastique, parce que ça change complètement notre sensation des choses. On atteint là une sorte de rêve de l'humanité. Alors, de toutes sortes de manières que ce soit possible, j'essaye toujours, par différentes voies, d'accéder à ces rêves. Là, vous êtes dans mon jardin que j'ai à Bruxelles, que j'ai tout à fait aménagé depuis de nombreuses années. Et dans l'arbre que vous voyez là au milieu, j'ai installé un appareil un peu curieux. Il y a une poulie, il y a des câbles, il y a tout un système, et il y a surtout un siège que je mets dans ce siège avec un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui analyse les ondes mentales. Il y en a peut-être qui connaissent, c'est des thérapeutes qui utilisent ça. Ça permet de voir dans quel est l'état de conscience que l'on a. Quand on rentre en pleine conscience ou en méditation, l'appareil lance un signal au treuil qui se met en route et je monte dans l'arbre dans la canopée, tout à fait au-dessus. Quand je suis dans mon fauteuil tout à fait au-dessus, tant que je reste en méditation, je perçois l'ensemble de la ville à travers le feuillage. Et je le perçois dans cet état de méditation. Donc tout ça m'aide à concevoir la ville, des tas de choses. Ce sont des stimulateurs pour moi qui vont me permettre de continuer à imaginer d'autres choses.
Et tant que je suis en méditation, je suis là-haut, si j'en sors, j'ai 1 minute de temporisation, donc je peux y retourner si j'étais distrait un moment, ou sinon ça redescend tout doucement. Et ça fait partie, je dirais, de ce qui me plaît à expérimenter, à ouvrir comme autre possible pour un peu tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui viennent tester mon appareil et qui s'amusent beaucoup à essayer d'atteindre la canopée de cette manière. Mais il y a d'autres endroits où j'aime méditer. Voilà, dans cette maison, j'ai créé une baignoire en bois. C'est en bois lamelé collé. Elle est faite exactement pour l'anatomie de ma femme et de moi, au moment où on peut se mettre le mieux possible, tête bêche l'un et l'autre. Je l'ai d'abord taillé dans le sable pour savoir quelle était la dimension la plus précise. Et puis, il y a des rivières qui coulent d'un côté, une cascade de l'autre, et tout ça grâce aux cailloux que vous voyez là. L'ensemble est, comme dans les autres travaux, quelque chose qui est biomimétique, enfin, qui est fait d'inspiration de la nature. Me laver les mains dans une source qui coule comme ça, dont la commande est faite par les 2 cailloux que vous voyez là. Le grand, c'est pour faire chaud ou froid ou arrêter, et le petit noir, c'est pour envoyer l'eau à gauche ou à droite, par la rivière ou par la cascade. Eh bien, ces petites choses, ça évoque pour moi beaucoup de choses qui me permettent de rester branché sur cette idée que c'est là, c'est dans la nature que je vais trouver tout ce qu'il me faut pour pouvoir m'épanouir, être heureux, trouver mon équilibre. On va passer à un sujet un petit peu différent, qui est un peu le vôtre, le design. Donc je vais vous montrer quelques objets de design que je me suis amusé à créer. Voilà dans mon salon une lampe qui est en métal, mais elle est tout à fait rétractable. Elle peut se replier complètement ou être tirée dans l'autre sens, et elle peut s'accrocher n'importe où sur la colonne que vous voyez au bout. Donc elle a une utilité sur 8 mètres de diamètre. Je la pose un peu où je veux. Et elle part d'un dessin que j'ai fait dans une bande dessinée. Et je me suis dit, tiens, c'est amusant ce truc, je pourrais en faire quelque chose. Et bien un jour, j'en ai fait une lampe. Mais il y en a d'autres, celles-là sont des lampes qui sont sous mes tables à dessin et qui expriment aussi quelque chose. Là, c'est cette petite dalle de verre, c'est pour pouvoir poser son pot d'encre de Chine ou son verre sur des tables qui sont inclinées. Donc il y a à chaque fois une raison bien précise pour pouvoir faire quelque chose. Je ne fais jamais quelque chose gratuitement pour que ce soit joli. C'est la réponse à un problème qui doit être le plus juste possible. Et pour moi, la manière de juger si ma réponse est adéquate, c'est savoir si c'est réussi, si c'est beau ou pas. Si ce que j'ai imaginé ne ressemble à rien, je jette évidemment. Mais le but n'est jamais de chercher à faire quelque chose de beau. C'est quelque chose qui, pour moi, est totalement superficiel. La nature ne cherche pas à faire le beau. La nature est belle parce qu'elle est juste. Voilà une lampe chapiteau qui éclaire un bâtiment. Voilà la table de ma salle à manger. C'est tout un ensemble de choses que je mets un peu de temps à décrire, mais c'est d'abord des chaises très hautes qui donnent l'envie aux gens qui sont attablés de se tenir bien droit. Alors, il se fait que dans le domaine de l'éclairage, là encore, j'estime que énormément d'architectes d'aujourd'hui ont tout totalement faux. La plupart des architectes commencent par mettre des spots dans le plafond pour éclairer leurs pièces. Il n'y a rien qui donne un éclairage plus moche que ça. Les gens ont l'ombre de leurs sourcils sur leurs yeux, l'ombre de leur nez qui vient comme ça donne des têtes abominables. Pourquoi est-ce qu'on fait des erreurs pareilles? J'arrive pas à comprendre. Donc, ici, moi, je pars de choses totalement différentes. Vous voyez, j'ai une lumière qui est dans ma table, en dessous de ma table. Il faut pouvoir ramasser une serviette si elle est tombée, éclairer quand même un peu le bas. Et puis, au milieu de ma table, on ne voit pas bien, je n'ai pas pris la bonne photo, là, j'ai un onyx, qui est une pierre à marbre translucide, orangé, qui éclaire les visages par en dessous, et qui les éclaire comme quand on est autour d'un feu. Donc on revient à quelque chose d'assez primitif.
et il y a une petite lumière au-dessus, très très faible, mais qui éclaire un peu au-dessus aussi. Bien, tout est étudié pour que les visages soient beaux, et que les gens qui sont autour de la table aient l'air apaisé. Et quand on a l'air apaisé, eh bien automatiquement, les relations entre les gens sont différentes. Ça, c'est notre rôle d'architecte, de designer. Créer des ambiances nécessaires à ce que les gens soient mis en condition pour pouvoir être calmes, reposés et avoir une certaine noblesse. Donc puissent naturellement se sentir à leur place. Et ça c'est ce que nous devons faire. Nous sommes des metteurs en scène. Alors, mais là on passe à autre chose. Ce sont les tables dans mon salon. Une table qui s'ouvre comme une fleur. Ça a été fait surtout pour les enfants. Ils mettent leurs jouets à l'intérieur et quand on l'ouvre, ils ont des petits plateaux pour pouvoir jouer ou pour un repas, pour un dessert, pour un truc pareil. C'est vraiment tout simple. Ce sont des choses qui se réalisent facilement. Voilà un lit que j'ai fait pour un ami qui fabrique des meubles, dont l'idée est de faire la partie arrière sous forme de deux planches qui s'assemblent comme les doigts de la main. Donc c'est un peu l'union du couple. C'est l'endroit où ils se rencontrent, ils s'assemblent et ils s'unissent. Et le bois indique ça. Il y a cette espèce de rapprochement qui se crée et qui, pour moi, est hautement symbolique. Ça fait partie de ce que j'ai envie d'exprimer par un design qui doit avoir ce côté en même temps très très humain. Là c'est pour la maison d'un de mes enfants et de mes petits-enfants. Vous voyez qu'il y a un escalier qui part vers l'étage. Il y a une petite maison avec la porte qui se trouve là au milieu avec la petite fenêtre, un petit balcon, et à l'intérieur il y a un petit escalier qui mène directement à leur chambre. Un tout petit escalier que seuls les enfants peuvent prendre. Donc les enfants ont une circulation particulière dans la maison qui n'est qu'à eux. Ça leur permet de se déplacer beaucoup plus vite, en même temps d'apparaître à certains endroits et d'avoir leur chemin un peu secret. Dans toutes les maisons où on m'a permis de le faire, où il y avait une famille qui était en demande, j'ai toujours placé des petites maisons. Chez moi, il y a une petite maison, il y en a eu dans les différents endroits que j'ai occupés. Parce que donner une place aux enfants dans la maison, ça me paraît tout à fait primordial. Où tout est à leur échelle, où ils sont vraiment les rois. C'est chez eux. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Mais nous touchons à la fin. C'est la dernière. Parfait. On est dans les temps alors. Donc, on peut peut-être terminer. Oui, donc ça c'est une sérigraphie sur un futur. Donc, le futur n'est pas une fatalité, mais le résultat d'un projet. Donc c'est nous qui le faisons, qui le forgeons. Et là, vous avez mon site internet où vous avez énormément de choses. Il y a là pour des heures de consultation si vous voulez tout voir. Vous tapez simplement mon nom, vous allez y arriver aussi. Cité végétale ou ce que vous voulez, où il y a encore plein de choses, parce qu'ici, je n'ai pas pu évidemment tout vous raconter. Il manque un peu de temps. Et puis généralement, je termine par citer Francis Blanche, qui avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». J'aime bien ça.